L'Union européenne semble vulnérable plus que jamais devant la crise actuelle. Pour plusieurs États membres, la pandémie a déclenché une profonde remise en question de leur appartenance à l'organisation. Abordons l'enjeu directement. De quoi aura l'air l'Union européenne après le coronavirus? Alors que certains États membres optent toujours pour la prolongation du confinement, d'autres entament déjà le processus de déconfinement. La Commission européenne, dont les pouvoirs sont limités à cet égard, essaie tant bien que mal d'encourager la coordination des efforts de l'ensemble des États membres. Cependant, elle n'a réussi à convenir de propositions et de mesures que le 15 avril dernier, après que des tensions internes l'aient bouleversé, et bien des semaines après que l'OMS ait déclaré l'état de pandémie. La manœuvre était certainement délicate. Chacun des États membres réagit différemment puisque chacune des populations est affectée différemment. Ainsi, dès les débuts de la crise, les réactions ont varié. Dans leur conduite vis-à-vis des masques de protection, certains États ont carrément enfreint l'esprit de l'espace de Schengen, qui permet normalement la libre circulation des marchandises et des personnes dans l'Union européenne. L'Allemagne a interdit l'exportation des masques. La République tchèque en a saisi 680 000 en provenance de la Chine, qui devaient se rendre en Italie. Un malentendu, assure la République tchèque. La France, quant à elle, a adopté un décret de réquisition qui lui a permis de mettre la main sur 4 millions de masques qui, de la Suède, transitaient sur son territoire pour aboutir en Italie. Suite à de la pression médiatique, la France a restitué ces masques. En quelques semaines, l'espace de coopération qui est censé être l'Union européenne s'est transformé en véritable Far West diplomatique. Alors que les États membres réagissaient à la pandémie sans concertation, l'Italie envoyait des appels à l'aide, sans succès. Le bilan de l'Italie est le pire de l'Union européenne. Le pays étant le premier foyer européen de contamination, il doit, dès les débuts de la crise, composer rapidement avec les 10 000 personnes infectées. Le système de santé est déjà débordé. Des appels de détresse demandant du secours sont diffusés directement à la télévision. Curieusement, les premiers répondants ne sont pas les États membres de l'Union européenne. Ce sont la Chine, Cuba et la Russie qui se sont empressés d'intervenir. La Chine, dès le 12 mars, envoie des experts médicaux, plusieurs tonnes de matériel et plusieurs centaines de milliers de masques. Cuba envoie ensuite toute une équipe de médecins spécialistes. Puis, la Russie annonce qu'elle envoyait 9 avions et une centaine de virologues militaires. Pour l'Union européenne, c'était évidemment un échec géopolitique flagrant, d'autant plus que la Russie et la Chine n'hésitent pas à faire étalage de leur aide pour démontrer leur prestige sur la scène internationale. Un symbole frappant. La Chine se vante que malgré la crise, des trains de marchandises Chine-Europe circulent bien les mois de janvier et de février, affichant même une augmentation du trafic sur un an. Toute cette situation fait réagir le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Il s'insurge que la Chine véhicule le message qu'elle est un partenaire responsable et fiable. Il trouve cette posture d'autant plus fâchante que lorsque l'Union européenne était auparavant venue en aide à la Chine, celle-ci avait demandé de la discrétion. La France partage le même avis, reprochant à la Chine et à la Russie d'instrumentaliser et de mettre en scène leur aide internationale. C'est finalement le 26 mars que les membres du Conseil européen se réunissent en vidéoconférence pour discuter des actions à mener par l'Union européenne pour faire face à la pandémie. La déclaration officielle montre qu'une entente a été convenue pour mener des efforts sur 5 axes assez consensuels. Limiter la propagation du virus, fournir du matériel médical, promouvoir la recherche, faire face aux conséquences socio-économiques et aider les citoyens bloqués dans des pays tiers. Seulement, au-delà de cet accord, la réunion a mis en évidence beaucoup de mécontentement. Alors que la vidéoconférence n'était même pas encore terminée, le président du Conseil italien déclarait dans un communiqué public qu'il rejetait les propositions trop timides de ses pairs. Il sollicite des mesures extraordinaires pour répondre à la crise. La veille de la réunion, l'Italie et 8 autres pays, dont la France, avaient envoyé une lettre commune au président du Conseil européen. Il l'enjoignait de créer un instrument de dette commune qui permettrait du financement sous forme d'obligations afin de partager équitablement le fardeau de la crise. L'Allemagne et les Pays-Bas ont immédiatement refusé. Les Pays-Bas ont plutôt suggéré d'ouvrir une enquête européenne sur le manque de marge budgétaire de certains États membres, ciblant, sans les nommer, les États méditerranéens, plus durement touchés par le virus. Le Portugal a vivement réagi en dénonçant les insinuations, l'attitude répugnante et la mesquinerie récurrente des Pays-Bas.
Les Néerlandais se sont par après rétractés, sans pour autant changer d'idée sur le partage de la dette. Le mal est fait. Les déclarations publiques issues de l'Italie font état de la dégradation majeure des relations. Luigi De Maio, le ministre italien des Affaires étrangères, exhorte les États membres à être loyaux et à faire leur part. Certains maires de l'Italie ont même retiré le drapeau de l'Union européenne lors de cérémonies en hommage aux victimes du virus. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, dans une rare sortie publique, déclare que le climat qui semble régner entre les chefs d'État et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union européenne. Quelques jours après cet épisode de la rencontre du 26 mars, la présidente actuelle de la Commission présente une lettre d'excuse aux Italiens. Elle lui reconnaît les torts de l'Union européenne dans la gestion de la pandémie. Peu de temps après, le 7 avril, une rencontre entre les ministres des Finances de la zone euro offre l'opportunité au groupe mené par la France et l'Italie de relancer leurs propositions pour le partage de la dette. À la veille de cette rencontre, le ministre de l'Économie de la France avertit que l'Europe explosera sans un fonds de solidarité. Et lors de la rencontre, toutes ces avenues sont à nouveau refusées par l'Allemagne et les Pays-Bas, soutenues cette fois par l'Autriche, la Suède, le Danemark et la Finlande. Le président de la rencontre a déclaré qu'après des heures de discussion, les États membres se sont approchés d'une entente, sans toutefois y parvenir. Les États du Nord refusent de s'engager avec les États déjà endettés du Sud. Ils imposeraient à toute forme de prêt des conditions à long terme, notamment des réformes structurelles importantes. Les États qui voudraient bénéficier de ces prêts, pour leur part, n'entendent pas se plier à ces conditions. C'est le même scénario que celui qui s'était déroulé lors de la crise économique de 2008. Les États membres en difficulté, surtout la Grèce à l'époque, voulaient pouvoir emprunter à un taux plus bas qu'à l'habitude. Leur demande avait alors été refusée par l'Allemagne et les Pays-Bas. Les États du Nord en ont assez d'assumer le fardeau fiscal des États du Sud, et les États du Sud en ont assez de contribuer à l'Union européenne sans pouvoir en profiter lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Le 15 avril, lorsque la Commission européenne établit finalement une feuille de route européenne commune pour le déconfinement, les conflits profonds qui divisent les États membres ne sont toujours pas réglés, mais un certain consensus superficiel semble être possible. Dans son discours qui présente la feuille de route, la présidente de la Commission européenne répète encore des excuses, notamment envers l'Italie. Oui, il est vrai que personne n'y était vraiment préparé. Il est vrai également que trop peu ont réagi à temps lorsque l'Italie avait besoin d'aide au tout début. Et oui, pour ces raisons, il est juste que l'Europe dans son ensemble présente ses excuses les plus sincères. Elle en appelle au courage de défendre l'Europe, car c'est grâce à leur union que les Européens réussiraient à sortir de la crise. Elle présente ensuite une série de mesures mises en place pour venir en aide au pays et termine son discours avec une véritable exaltation de l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, on dit qu'une âme forte brille après chaque tempête. Si nous défendons tous l'Europe aujourd'hui avec courage, confiance et solidarité, je sais que demain, l'âme de l'Europe brillera plus forte que jamais. Vive l'Europe! Le même jour, le premier ministre italien déclare qu'avant de dire si un financement convient ou non à mon pays, je veux d'abord me battre pour qu'il n'ait pas, en principe, de conditions abusives d'aucune sorte. Après cela, je veux lire et étudier attentivement le règlement contractuel qui conditionne l'octroi des sommes. Ce n'est qu'alors que je me sentirai en sécurité de pouvoir exprimer, aux yeux du pays, une évaluation complète et avisée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance ne règne pas encore tout à fait et que certains États n'ont plus le cœur au grand discours. Le défi qui se présente à l'horizon s'annonce considérable. Comment convaincre les États les plus riches de prêter massivement aux États les plus pauvres sans leur permettre de prendre des mesures pour garantir qu'ils seront un jour repayés? L'Union européenne survivra-t-elle à cette crise? Est-ce que les États membres continueront encore longtemps à se reconnaître dans cette organisation? Rien n'est certain pour le moment, sauf pour une chose, que les conséquences géopolitiques de ces événements ne font que commencer. C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média 100% indépendant financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes,
Vous pouvez nous aider en cliquant « J'aime », en partageant avec vos amis ou encore en devenant membre exclusif. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à une capsule à chaque semaine et nous permettez de produire encore plus de contenu de qualité.